Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année 2023 du podcast Parole d'Histoire. Merci à toutes et tous pour votre écoute en cette 6e saison du podcast. Avec cette année une nouveauté, l'émission co-animée avec Alexandre Jublin, Le Fil de l'Épée, que vous retrouvez sur le fil du collimateur 2 fois par mois. Aujourd'hui dans Parole d'Histoire, on parle d'un livre passionnant et d'un sujet brûlant, le confinement de 2020. On se retrouve le 2 janvier 2024 pour une émission de Nouvel An spéciale Jeune Docteur. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches dans cette période politiquement, géopolitiquement compliquée. Comme dit si bien Charlie Sachs dans le podcast The Bulwark, Remember, you are not the crazy ones. Très belle fin d'année, merci et très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire et en sciences sociales, puisque comme on le fait de temps en temps, on a le plaisir de recevoir 2 invités qui travaillent dans ce champ. Théo Boulaka, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en sociologie à l'ENS. Nicolas Mariot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS en sciences politiques, mais sociologue, historien, on a déjà eu l'occasion de discuter à ce micro, et de toute façon, on plaide ici pour l'unité des sciences sociales, et c'est aussi pour ça qu'on va parler de votre livre. Alors, vous avez publié ensemble L'Attestation, une expérience d'obéissance de masse printemps 2020 aux éditions Anamosa cet automne. C'est un livre extrêmement intéressant qui fait réagir aussi, et donc on va essayer d'en parler ensemble. En commençant peut-être, Théo, par vous demander si on devait résumer l'intention de votre livre, l'intention de cette enquête, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors l'intention initiale, c'était vraiment de partir de cette expérience hors norme pour poser des questions plus générales. L'expérience hors norme, c'est celle du premier confinement. Du premier confinement, exactement. Ce premier confinement qui a eu lieu du 17 mars au 10 au 11 mai 2020, avec l'interdiction de sortie et les règles qui l'accompagnaient. Et c'était partir de cette expérience pour poser des questions au sujet de l'obéissance et du conformisme, avec une matière et une possibilité de précision beaucoup plus importante que celle qu'on a habituellement. Habituellement, c'est des questions qu'on pose aux gens de manière abstraite. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez confronté à telle ou telle situation ? Et là, du jour au lendemain, presque par surprise, est apparu un corpus de règles qui prescrivait jusqu'où on avait le droit d'aller pendant une promenade, pendant combien de temps, avec qui, dans quel lieu. Et les réactions individuelles à ces règles ont constitué, grâce à un questionnaire en fait passé au cœur même de l'événement, la matière de notre réflexion. Alors du coup, expérience d'obéissance de masse, de conformisme, si je me tourne vers vous, Nicolas Mariot, ça fait écho à un certain nombre de problématiques de recherche qui sont les vôtres depuis longtemps. On en a un petit peu parlé ensemble d'ailleurs autour de Christopher Browning pour la Deuxième Guerre mondiale. On pense à l'Union sacrée de 14-18, on pense à la Seconde Guerre mondiale et à la question de l'obéissance ordinaire. Donc est-ce que c'est un moment qui est entré en résonance avec des réflexions que vous portez plus largement sur qu'est-ce qui fait tenir un système social, qu'est-ce qui fait que les gens obéissent ? Complètement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie, dès le début du confinement, en observant ce que c'était que l'attestation, ce qu'on nous demandait de rédiger, les règles attenantes à tout ça, de réfléchir là-dessus, parce que je me suis dit, c'est une occasion très très rare finalement. C'est pour ça que l'Union sacrée est une bonne comparaison, je crois, parce que les règles du premier confinement touchaient absolument tout le monde. Quel que soit l'endroit où l'on vivait sur le territoire national, quel que soit son niveau social, ses niveaux de revenus, le type d'habitation qu'on avait, on devait se soumettre exactement aux mêmes règles. Et ça, c'est un cas extrêmement rare où d'habitude, y a des tas de gens qui, dans la vie, sont habitués à donner des ordres tous les jours, voilà. Et puis d'autres qui sont à l'inverse habitués à recevoir des consignes, des recommandations, des ordres. Et c'est très rare le fait que tout le monde doit se soumettre en même temps aux mêmes règles. Même les impôts, on sait bien que l'impôt sur le revenu, la moitié à peu près des ménages ne le payent pas. Il y a des impôts un peu invisibles comme la TVA, mais des règles qui s'appliquent explicitement à tous, c'est quelque chose de très rare. Et donc là, il me semblait qu'il y avait un cas très intéressant auquel réfléchir. D'où le titre, évidemment, le sous-titre plutôt une expérience, parce que effectivement, les sciences sociales ont rarement l'occasion de pratiquer des expériences. On parle parfois d'expériences naturelles, les économistes y réfléchissent, mais là, c'est vraiment l'occasion d'expérimenter. On reviendra un petit peu sur ce que ça implique du point de vue des méthodes. Alors, vous avez employé le verbe se soumettre, et du coup, rien que ce verbe, je pense qu'il peut faire discuter, parce que c'est évidemment un événement, comme tout le monde
monde l'a vécu, tout le monde a une opinion dessus, une opinion même souvent très tranchée, et on l'a vérifié au moment de la sortie de votre livre avec plein de réactions de gens qui ne l'avaient pas toujours lu, mais qui avaient des avis très tranchés aussi sur ce qu'il convenait de dire, comment il fallait juger ce confinement. Et du coup, même le verbe se soumettre, il y a des gens qui pourraient dire attention, employer ce verbe, c'est nier le danger sanitaire, ou d'autres qui diraient c'est pas assez fort se soumettre parce que au fond, on était dans une dictature sanitaire, etc. Et du coup, il me semble qu'il y a deux écueils à votre enquête dans le débat public. Un écueil qui est sa récupération par un discours radical anti-État disant on a été enfermé par une dictature sanitaire insupportable, et du coup on voit très bien quels courants politiques peuvent récupérer ça, et avec tout un volet ensuite anti-vax, anti-pass sanitaire, etc. Et puis inversement, des personnes qui défendent l'idée que l'épidémie n'est pas terminée, que des précautions maximales restent nécessaires, et du coup qui peuvent s'inquiéter de votre démarche en disant est-ce que vous n'êtes pas en train d'alimenter le validisme, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre en compte les personnes vulnérables, immunodéprimées en particulier, en critiquant le confinement, en tout cas en ayant une lecture critique du confinement, est-ce que vous n'êtes pas en train de valider cette position un petit peu de déni ou d'indifférence à ces personnes? Alors, je vous pose ces questions parce que elles sont importantes. Vous savez que c'est un sujet qui ne laisse pas indifférent. Alors, je vais peut-être peut-être Théo ajoutera d'autres choses après moi. Je vais simplement dire deux choses. Un, d'abord, nous ne sommes pas médecins, ni épidémiologues, ni épidémiologistes, ou voilà. Donc, effectivement, on n'a pas un discours. Ce livre n'est pas un discours sur le Covid comme maladie, sur comment il aurait fallu prendre en charge la gestion sanitaire de la maladie. Bon, ça, c'est le premier point très fort. Ensuite, évidemment que il y a des gens qui se sont pliés aux règles parce qu'ils avaient très peur, effectivement, de la maladie. Ça, c'est indéniable et on en a des tas de cas dans le livre. Il ne s'agit pas du tout de le nier. L'intérêt des données qu'on a, c'est aussi de faire la part des choses, peut-être on y reviendra plus loin, entre la peur de la police et la peur de la maladie. Et en l'occurrence, on a des données pour essayer de dire des choses qui nous paraissaient relativement intéressantes sur ce plan. Et puis surtout, la principale chose que je voudrais dire, c'est que le cœur du livre, justement, il porte sur le fait que ce qui nous a intéressés, c'est l'idée que le gouvernement, ne sachant pas trop comment réagir, mais comme beaucoup d'autres gouvernements, dans une situation de très grande incertitude, le gouvernement français a fait un choix tout à fait particulier à notre sens, et on le montre assez bien vis-à-vis d'autres pays européens, c'est de transformer en quelque sorte une gestion sanitaire de la crise vis-à-vis de laquelle ils étaient finalement peu préparés, en une gestion, à notre sens, policière de cette crise. Et c'est ça qui est le cœur du livre, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de basculer vers cette gestion policière, sans doute parce que c'était plus facile, quels aspects a pris cette gestion policière, qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue de l'adaptation des gens à cette nouvelle politique. C'est ça le cœur du livre. Théo, peut-être pour prolonger et encore une fois répondre à cet argument qui consiste à dire critiquer les formes du confinement, c'est pas critiquer le principe de précaution sanitaire. Pas du tout. À aucun moment dans le livre on nie la gravité de l'épidémie au printemps 2020 ou aujourd'hui, c'est-à-dire que nous n'avons jamais dit même que l'épidémie était terminée, qu'il fallait passer à autre chose. C'est le président de la République qui l'a dit peu avant l'élection présidentielle de 2022. Et même pendant la majeure partie de notre recherche, on a essayé de se tenir résolument à l'écart de ces questions, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas un livre sur la gestion du confinement, pas une critique de la gestion du confinement, on le prenait comme un événement qui montrait des choses plus générales. Alors ça a été une position qui s'est avérée très difficile à tenir, puisque tout de suite, quand on discutait du livre, la discussion portait sur l'efficacité de ces mesures, leur caractère plus ou moins justifié. Donc, on a essayé de prendre ces questions. Oui, on ne peut pas enlever complètement la charge politique. On ne peut pas du tout enlever complètement la charge politique. Juste faire une expérience à la façon dont un physicien, un chimiste ferait une expérience en disant tel matériau est neutre. Le chlore, on n'est ni pour ni contre le chlore. Voilà. Le confinement, évidemment, est quelque chose qui nous fait plus réagir. Exactement, et c'est pour ça qu'on a décidé aussi pour nettoyer un petit peu l'espace de la discussion et pouvoir ensuite aborder ces questions qui nous intéressaient au premier chef. On a décidé d'aborder un petit peu frontalement cette question en disant d'une part, est-ce que la réaction du gouvernement français était à l'échelle internationale une réaction normale, et d'autre part, est-ce qu'on peut évaluer 2 ou 3 ans après scientifiquement l'efficacité du confinement.
À la première question, on peut répondre que non, la réaction du gouvernement français n'a pas été une réaction mondiale, normale. Normal au sens moyen. Au sens moyen, exactement. C'est-à-dire que si on compare le comparable et qu'on compare la France à d'autres États d'Europe, une grande partie des États européens, tous les États scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi la Belgique, ont choisi de limiter les rassemblements, de fermer des commerces, de fermer des écoles, des universités, mais en aucun cas de dire aux gens qu'il ne fallait pas sortir de chez eux. C'est une différence fondamentale, ne serait-ce qu'au niveau de l'expérience concrète du confinement. Et la deuxième chose qu'on a regardée, c'est si, après ces quelques années passées, il y avait des évaluations en fait, de l'efficacité du dispositif. Encore une fois, on nie pas que sur le moment, c'était des décisions qui étaient extrêmement difficiles à prendre et qu'il ne s'agit pas de juger avec le recul de plusieurs années ce qui a été fait à l'époque. Mais c'est quand même une question intéressante de se demander est-ce que ça a été efficace ? Ce n'est pas des analyses statistiques qu'on a faites nous-mêmes, on a tout simplement pris la littérature existante dans Nature, dans Science, qui montre très clairement que le confinement au sens d'assignation à domicile, au sens de ne sortez pas de chez vous et remplissez un papier et il y a des policiers qui vont vous contrôler, a une efficacité sanitaire faible ou nulle. Tout simplement parce que quand on a déjà fermé, en fait, c'est assez logique, l'ensemble des lieux, surtout des lieux clos où on peut se rendre, ça ne sert pas à grand-chose d'empêcher les gens d'aller dans des lieux vides ou dans des forêts ou sur des plages. Voilà, ce que tout le monde ne savait pas forcément à l'époque, mais effectivement, le recul permet de le mesurer. Alors, du coup, cette enquête, elle est publiée en 2023, mais elle naît d'une certaine manière sur le moment, parce que sur le moment, à la façon dont pas mal de chercheurs et chercheuses, évidemment, ont réagi à l'événement, je pense au fait que Hervé Mazurel a lancé une collecte de rêves, Sarah Gainsburger a lancé une collecte de photos de commerce et de comment ils agençaient leur fermeture, etc. Et vous avez lancé une collecte. Alors, Nicolas Mariot, ça donne quoi d'improviser un questionnaire, une collecte alors, je dis improviser, pas au mauvais sens, mais voilà, il y a malgré tout ce caractère un peu d'urgence. Ça donne quoi d'improviser ça en temps réel ? Ça a largement occupé en fait mes 55 jours de confinement, c'est-à-dire qu'assez vite, je me suis dit, bon, on a cette attestation, il faut essayer d'en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Pas grand-chose étant donné qu'on était supposément enfermés chez nous. Donc l'idée, assez vite, j'ai contacté d'autres collègues et amis, dont Pierre Merclé notamment à Grenoble, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je voulais essayer de glisser quelques questions justement sur l'obéissance aux règles. Voilà. Et il m'a dit, on y réfléchit avec d'autres collègues également, toulousains, autres, etc. Claire Bidard notamment, Michel Grossetti et d'autres gens. Et on a essayé. Il m'a dit, peut-être qu'on peut essayer de placer quelques questions dans des panels déjà existants. On n'y est pas arrivé. Et donc, on s'est dit, on va élaborer nous-mêmes un questionnaire en essayant de le bricoler et de le diffuser du mieux possible pour qu'il soit représentatif. Et donc, l'idée là, ça a été de contacter notamment la presse quotidienne régionale, les rédactions, pour qu'ils mettent sur leur site en ligne le questionnaire. Au début, on a eu un peu de mal. Et puis après, par imitation, les premiers acceptant, les autres ont suivi. Et finalement, on a pu faire un tour de France comme ça complet, des organes de presse régionale, et je les remercie encore parce qu'ils ont accepté de mettre en ligne le questionnaire, ce qui fait que près de 30 000 personnes se sont lancées dans répondre au questionnaire. Il était beaucoup trop long, c'est de notre faute. 16 000 sont allés au bout. C'est ceux qu'on a gardés et qui constituent l'enquête La vie en confinement, qui constitue vraiment les données, le cœur des données de l'enquête. C'est important de préciser que donc elles ont été collectées pendant le confinement lui-même. C'est très important. Il n'y a pas le recul avec l'idée de dire porter un jugement sur cette période, etc. C'est vraiment pendant que les gens étaient confinés qu'ils ont répondu au questionnaire. Est-ce que c'est satisfaisant du point de vue sociologique ? Est-ce que y a une surreprésentation de telle ou telle région, groupe, sexe, etc. Alors, on est content parce que du point de vue régional, non. On est très bon. L'échantillon est très représentatif grâce à la PQR, justement. Du point de vue politique, axe gauche-droite, etc., c'est plutôt pas mal aussi. Encore grâce à la PQR. Au début, notre questionnaire était il y avait beaucoup trop de répondants à gauche. Et puis, petit à petit, des gens qui se situent plutôt à droite ont également répondu au questionnaire. En revanche, mais ça, c'est un trait de n'importe quel questionnaire en ligne, les femmes sont très surreprésentées parmi
parmi les répondantes en l'occurrence. C'est vraiment très massif, et intéressant à creuser. Et c'est un phénomène mondial. Tous les questionnaires en ligne librement adressés, il y a une surreprésentation des femmes. Et puis, on est quand même, il y a aussi une surreprésentation des plus diplômés malgré tout dans l'échantillon. Voilà. Alors on rappelle évidemment que cette surreprésentation, elle se contrôle, c'est-à-dire qu'au moment où on fait des analyses sur un échantillon, c'est pas parce que l'échantillon pèse d'un côté qu'on n'a pas des moyens de le redresser, de poser des questions. Voilà, c'est important du point de vue de la méthode. Et du coup, du point de vue de la méthode, moi, c'est une des choses qui m'a frappé en lisant le livre, c'est que je pense que vraiment c'est un livre à regarder, à lire pour des étudiants qui font des sciences sociales, qui font de l'histoire, parce que y a plein de choses sur la manière d'enquêter, et la manière d'enquêter comme ça dans un délai très bref sur du très contemporain. Avec, il me semble, si je résume, de mon point de vue, 4 outils qui sont complémentaires mais qui sont très, très utiles. L'outil statistique, Théo, vous en avez parlé, d'agréger des données existantes parce qu'il y a eu des masses d'enquêtes et du coup, agréger, contrôler, synthétiser, c'est évidemment très intéressant. L'enquête par questionnaire, mais aussi, et ça c'est, je pense, très important, l'outil de la comparaison. Parce que la comparaison, c'est vraiment fondamental en sciences sociales, c'est ce qui permet de dénaturaliser un résultat, de dire c'est pas comme ça, c'est pas forcément comme ça. En fait, ce qui nous a paru naturel en France, peut-être ne l'était pas parce que d'autres pays ont fait différemment. Et puis les outils liés aux données de localisation. Alors là, c'est peut-être un volet sur lequel il faut développer un petit peu parce que c'est très neuf. Le fait de pouvoir s'appuyer sur ce que produisent les GAFAM. On a l'habitude de les critiquer avec de bonnes raisons politiques de le faire, mais ils rendent un certain nombre de services aux sciences sociales. Théo Blaka. Exactement. Et c'est des données qu'on a utilisées à de nombreuses reprises dans le livre. Le premier moment, c'est quand on a voulu faire nos comparaisons mondiales, notamment de la dureté des mesures prises par le gouvernement. On a pris une batterie d'indicateurs et l'un d'entre eux, c'est le pourcentage de gens soit qui restaient enfermés chez eux, soit qui continuaient à aller dans les espaces verts. Alors on pourra revenir sur l'importance des espaces naturels dans le livre, mais ce qu'on peut tout de suite remarquer, c'est que la baisse de la fréquentation des espaces verts dans les pays comme la France, l'Italie et l'Espagne est extrêmement nette, brutale et prolongée sur toute la période du confinement. Alors que ce qu'on observe dans des pays comme l'Allemagne, la Norvège, la Finlande, c'est une hausse de la fréquentation des espaces verts, toute naturelle, entre l'hiver et le printemps. Alors, il faut dire un tout petit mot sur ces données pour voir un petit peu d'où elles viennent. Les données recueillies par Google, c'est des données qui sont recueillies de géolocalisation à partir des smartphones et de l'utilisation de Google Maps. Et c'est des données qui ont été rendues publiques pendant la crise sanitaire, évidemment à un niveau agrégé, pas à un niveau individuel. Donc le niveau le plus fin auquel ces données étaient disponibles, c'était par exemple pour la France le département, c'est-à-dire une subdivision administrative de niveau 2. Et donc Google prenait une période de référence, qui était en fait le mois de janvier 2020, et calculer l'évolution de la fréquentation de différents espaces par rapport à cette période de référence. Et ça, c'est des chercheurs de Google qui se sont dit qu'ils allaient faire ça, ou c'est quelque chose que vous avez interprété à partir de leurs données ? C'est quelque chose qu'on a interprété à partir de leurs données, parce que eux, encore une fois, ils ont cet impératif d'anonymisation, donc ils ne peuvent pas donner des données brutes de fréquentation des différents endroits, dire par exemple, tel jour, il y a X personnes dans les pharmacies en Corrèze, donc ils donnent toujours, il y a 50% de personnes en moins dans les parcs en Corrèze tel jour de mars par rapport au même jour en janvier. Alors, je parlais de la comparaison et ces données, finalement, viennent confirmer un élément que vous montrez au tout début du livre et je pense qui est très important, c'est que, d'une certaine manière, les décisions prises au moment des confinements au pluriel, parce qu'ils ne sont pas tous la même forme du printemps 2020, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'elles ont moins à voir avec l'enjeu de santé qu'avec la pente naturelle politique de différents régimes, c'est-à-dire que, en gros, toute chose égale par ailleurs, un régime plus autoritaire enfermera plus, un régime plus libéral et plus attaché aux libertés publiques enfermera moins. Et vous prenez des exemples pour le montrer, comme l'Inde, le Liban, dans lesquels il y a des gouvernements au pouvoir qui sont déjà tout à fait autoritaires, et du coup, le confinement, sans surprise, on pourrait dire, mais c'est utile de le montrer, il n'est pas très libéral.
Tout à fait. Là, on le voit bien. Alors, on a des comparaisons mondiales, effectivement. En Inde, très clairement, le gouvernement Modi a profité du confinement pour éteindre la contestation, accentuer la répression, notamment à l'égard des musulmans, empêcher les manifestations, forcer les gens à rentrer chez eux. C'est exactement la même chose qui s'est passé au Liban, hein, où on a en quelque sorte profité du confinement pour forcer les gens à partir, à quitter l'espace public, à abandonner les mouvements de contestation dans lesquels ils étaient lancés. Et en fait, c'est un peu une découverte et une surprise pour nous de l'enquête. Et c'est peut-être la question qui tient le plus la première partie du livre, hein, celle qui concerne plutôt l'action des gouvernements et plus particulièrement du gouvernement français, c'est cette gestion de l'incertitude. C'est vrai, tout à fait vrai que tous les gouvernements, notamment en Europe, étaient confrontés à la même incertitude. Ils ne savaient pas bien ce que c'était que cette maladie, comment y réagir, comment faire face, par quelles mesures, etc. Mais on bute toujours sur la même question, qui est la suivante, c'est en situation d'incertitude, chacun de ces gouvernements ont fait des choix extrêmement différents. Comment les expliquer ? Comment comprendre qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves, ils aient adopté une politique beaucoup plus libérale que chez nous ou dans les pays du Sud, Espagne, Italie, France pour nous. Et là, il faut se souvenir des mots de Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, qui est toujours en poste, qui disait « Oui, j'ai 50% du savoir, comme tout le monde, mais je ne veux pas d'une situation à la française. Nous ne sommes pas en guerre, on ne va pas se lancer dans des politiques de répression des libertés publiques telles qu'elles ont été menées par nos voisins du Sud. » Et ça, c'est extrêmement frappant et on a pu le relier, effectivement, on peut le montrer, s'interroger là-dessus. C'est une vraie question très forte. Pourquoi chaque gouvernement a fait tel choix plutôt que tel autre ? Et on a en plus des instruments statistiques pour le montrer. Effectivement, il y a une pente régulière. Plus il y a de policiers dans le pays, y compris de policiers municipaux, plus le confinement était dur. C'est une liaison statistique très forte. Les policiers, en général, avant. En général, avant le confinement, bien sûr, avant le confinement. Et ça marche très bien, il y a une régularité statistique très forte où on voit que la France est effectivement un pays, même si on utilise d'autres indicateurs de liberté publique, ça marche aussi. On voit que la France n'est pas très bien classée et de fait, elle fait partie du groupe des pays les plus durs du point de vue du confinement. Voilà, ce qu'on a fait en gros pour montrer ça, c'est à la fois zoomer sur des cas particuliers et utiliser plusieurs indicateurs qui peuvent renseigner sur les penchants autoritaires des États. Alors zoomer sur des cas particuliers, sur des cas pas forcément attendus, parce qu'il faut bien voir que sur cette période, on a une vision du monde qui est un tout petit peu tronquée. C'est-à-dire que quand on pense confinement et réaction des États, on a l'exemple de la Chine, une espèce de réaction totalitaire attendue, et l'exemple de la Suède qui serait parti sur un laisser-faire total. Et, voilà, beaucoup de gens reconnaîtront leur conversation familiale, tournant inlassablement autour des mêmes arguments et contre-arguments. Et donc on est allé voir dans des endroits un petit peu plus exotiques. Et notamment en s'appuyant sur livre de Gilles Favrel-Garrigue et Laurent Gaillet, Fiers de punir, qui, eux, dans leur livre, font une espèce de cartographie mondiale des États portés sur la répression des conduites déviantes, des États justiciers un petit peu, où la police, de manière plus ou moins légale, va réprimer tout un tas de comportements qui font partie de comportements normaux. Et donc c'est ça qui nous a orientés notamment vers les Philippines. Donc les Philippines de Rodrigo Duterte, qui a une longue tradition de guerre contre la drogue, qui se vante lui-même d'avoir fait assassiner plus de 1500 personnes dans ce cadre quand il était maire de Davao, et qui a mis en place ce qui est probablement le confinement le plus dur au monde, avec non seulement la police, mais aussi l'armée déployée dans les rues sur de nombreux checkpoints, avec une seule personne par foyer autorisée à faire ses courses avec un laissez-passer, avec des dizaines de milliers d'arrestations, avec des exécutions sommaires, et un confinement qui en plus a duré plus d'1 an dans cette situation. Et donc là, on voit très très bien la continuité qu'il peut y avoir non seulement entre le discours et les pratiques, en l'occurrence de la guerre contre la drogue, et le discours et les pratiques de lutte contre le virus.
Et l'autre chose, c'est de prendre une batterie d'indicateurs statistiques sur les penchants autoritaires des États. Alors, il y a des papiers qui ont été publiés par d'autres que nous sur ça. Il y en a un qui a été publié par des chercheurs américains qui s'intitule de manière très parlante « A Window to Repression ». Une fenêtre pour la répression. Et donc, eux utilisent notamment 2 indicateurs, des index fabriqués à partir de différentes bases de données, notamment le Human Rights Protection Score, qui agrège notamment des indicateurs sur l'état de la justice, les droits des justiciables, la torture, les mauvais traitements en prison. Un autre indicateur qui est tiré d'une base qui s'appelle ACLED, Armed Conflict Location and Event Dataset, qui en fait est une base assez extraordinaire puisque, avec une infrastructure assez importante, elle recense en temps réel toutes les formes de violence politique autour du monde. Alors avant 2020, ce n'était pas dans les États d'Europe occidentale. Maintenant, il y a des données sur la France. Donc à chaque fois qu'il y a un assassinat de journaliste, un assassinat politique, quelqu'un qui est battu lors d'une manifestation, c'est recensé par la base. Ça fait des dizaines de milliers d'événements et on peut très simplement calculer la fréquence de ce genre d'événements dans les différents pays. Et ce qu'on observe toujours la même chose, quel que soit l'indicateur qu'on prenne, c'est une liaison statistique, une fois contrôlée évidemment par tout un tas d'autres variables, entre les penchants autoritaires des États et l'intensité des mesures prises pendant le confinement. Alors si je reprends un argument maintes fois mobilisé dans les médias et probablement aussi dans les discussions de Café du Commerce, c'est que les Français sont des Latins particulièrement désobéissants, comme les Italiens et les Espagnols d'ailleurs, donc il n'y aurait pas de hasard finalement à ce que les pays du Sud, on ait dû passer par la peur du gendarme, alors que la légendaire discipline germanico-scandinave aurait permis d'éviter ça. Est-ce qu'on peut répondre à ça, Nicolas Mariot ? Est-ce qu'on peut répondre ? Je crois que ce qu'on peut répondre, c'est que c'est un peu triste et que le gouvernement aurait pu essayer de faire un minimum de confiance à ses concitoyens. Non, je crois plutôt que ce qu'on peut regarder, plus que les comportements réfractaires des gens, d'autant plus que globalement avec l'enquête, on voit que les gens globalement se sont pliés effectivement aux mesures prises, les ont acceptées, ne sont pas devenus de dangereux délinquants tout d'un coup. Ce qui est plutôt intéressant, c'est le gouvernement lui-même et ses politiques. C'est de ce point de vue-là qu'il faut se tourner. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, ces gouvernements espagnols, italiens et français, pour avoir fait ce type de choix ? Et comment on peut expliquer qu'en France, par exemple, la quasi-totalité des pouvoirs publics locaux, évidemment des préfets, bon, c'est assez logique, ils sont sous les ordres du ministère de l'Intérieur, mais également des élus locaux, voire des journalistes locaux. Pourquoi tous ces gens se sont en quelque sorte mis en rang, y compris quand il fallait durcir encore les mesures nationales prises ? Et on est tout à fait frappé par l'ampleur des arrêtés préfectoraux et des arrêtés municipaux qui ont été pris pour surenchérir sur des règles qui interdisaient déjà tout déplacement. Et là, pour par exemple, fermer les forêts, fermer l'accès aux plages en disant ce sont désormais des espaces interdits. Alors, ils étaient déjà interdits par principe, puisqu'a priori, on ne pouvait pas sortir, sauf dans la limite du kilomètre et de l'heure. Mais presque partout, pas partout, mais presque partout, on a surrajouté encore des règles aux règles. Et ça, je crois que ça témoigne plutôt effectivement d'une manière d'être des édiles locaux, des élites, etc., plus que du comportement des citoyens eux-mêmes. Il y a des gens qui ont triché, effectivement, mais le fait est qu'on peut montrer qu'ils ont été tout à fait minoritaires. Alors, dans les exemples que vous citez de cette surenchère, c'est le maire de Biarritz, par exemple, qui prend un arrêté pour interdire de s'asseoir sur les bancs publics, je cite, pour lire un livre ou regarder la mer. Et puis, il y a aussi tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire tout le discours médiatique qui reprend le vocabulaire de la traque des réfractaires. Là, on voit qu'il y a eu une forme de convergence, effectivement, très, très intense. Alors, cette question de l'obéissance, de la désobéissance, de finalement, est-ce que les gens sont plus turbulents ou pas, ou autrement dit, est-ce qu'on a raison de les enfermer parce qu'ils sont potentiellement turbulents, elle s'est posée aussi sur le territoire national, parce qu'il y a un certain nombre de lieux qui ont été montrés du doigt, souvent stigmatisés d'ailleurs, en disant regardez, les gens font n'importe quoi en Seine-Saint-Denis, les gens font n'importe quoi dans telle ou telle grande ville. Alors là, il y a toute une démonstration très très détaillée, très technique que vous menez, Théo Boulaka, pour montrer que c'est en fait beaucoup plus compliqué que les instruments de mesure qu'on a, notamment des verbalisations, des contrôles, montrent une réalité peut-être différente que, autrement dit, les banlieusards n'ont pas été si indisciplinés que ça.
Exactement. Alors, des données qu'on a récupérées, notamment, c'est en effet les données de verbalisation. Enfin, qu'on a récupérées, pas nous. Il a fallu à peu près 1 an pour qu'un journaliste indépendant, Alexandre Lechner, obtienne ces données de verbalisation auprès du ministère de l'Intérieur après saisie de la commission d'accès aux documents administratifs. Et quand on a regardé ces données de verbalisation, qui sont des données de verbalisation par département, on s'est aperçu qu'il y avait des disparités absolument énormes. C'est-à-dire que si on regarde par exemple tous les départements de l'ouest de la France, vous prenez le Finistère, la Charente, le Morbihan, vous êtes en dessous de 15 verbalisations pour 1000 habitants adultes. Si maintenant vous faites un petit voyage le long de la façade méditerranéenne, par exemple vous allez dans les Alpes-Maritimes, vous êtes à 44 verbalisations pour 1000 habitants adultes, donc un rapport de 1 à 4. Vous allez à Mayotte, vous êtes à 55 verbalisations pour 1000 habitants adultes. Vous allez en Seine-Saint-Denis, vous êtes à 41 verbalisations pour 1000 habitants adultes. Donc la question qu'on se pose immédiatement, c'est qu'est-ce qui explique ces grands écarts ? Qu'est-ce qui explique que dans les Alpes-Maritimes, ils aient été 4 fois plus verbalisés que dans le Morbihan ? Est-ce qu'ils sont 4 fois plus désobéissants dans les Alpes-Maritimes ? Bon, c'est une question qu'on peut effectivement prendre au sérieux. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on se tourne, encore une fois, vers les données Google. Donc cette espèce d'omniscience de Google, alors qu'il n'est pas le seul à avoir eu ces données de mobilité. Apple en a aussi, Facebook en a, Baidu en Chine a également des données de mobilité qui ont été publiées. Et donc on compare le nombre de gens, la fréquence, le temps passé chez soi, pour être précis, dans ces différents départements. Ce qu'il faut se dire déjà, c'est que le temps passé chez soi, il ne dépend pas simplement de la plus ou moins grande désobéissance. La première chose, c'est est-ce qu'il y a des gens qui vont travailler et d'autres qui n'y vont pas ? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut contrôler, par exemple, il y a plusieurs indicateurs Google, l'un qui renseigne sur l'augmentation du temps passé chez soi, l'autre sur la fréquentation des lieux de travail. Et donc, on regarde le résidu de l'augmentation du temps passé chez soi, qui n'est pas expliqué par l'augmentation de la fréquentation des lieux de travail. Et on se rend compte que quand on regarde cet indicateur-là, les départements les plus verbalisés ne se distinguent pas par une désobéissance particulière, au contraire. C'est-à-dire les Alpes-Maritimes, la Seine-Saint-Denis et Paris, les départements de métropole les plus verbalisés, sont aussi les plus enfermés. Donc ce n'est pas leur désobéissance qui explique leur surverbalisation. Alors, si ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'il explique ? Un deuxième argument qu'on nous donne tout de suite, mais oui, le virus était très inégalement présent sur le territoire, il n'était presque pas là sur l'ouest de la France, il était plus là en Île-de-France, dans l'Est, dans le Nord. Oui, puis on a plus peur d'être contaminé dans les lieux de forte densité. Exactement. Donc, en fait, il y a des endroits où la police aurait mis un tour de vis parce qu'il y avait urgence, les hôpitaux locaux étaient débordés, et dans l'autre, elle aurait été beaucoup plus coulante. Alors ça peut expliquer certains taux départementaux. Si vous prenez l'exemple du Haut-Rhin, par exemple, qui a un taux de verbalisation élevé, 28 personnes verbalisées pour 1000 habitants adultes, effectivement, c'est le département de métropole le plus touché, avec une augmentation de la mortalité qui est terrifiante sur la période, qui est de 112%. Donc, à cet endroit précis, ça peut expliquer ça. Mais statistiquement, ce qu'on observe, c'est que ça s'explique plutôt par 2 autres choses, qui ont plus à voir, encore une fois, avec l'histoire sécuritaire des lieux, qui est, si on prend des indicateurs concrets, le nombre de caméras de vidéosurveillance, le nombre de policiers municipaux présents dans tel et tel département. Par exemple, pourquoi les Alpes-Maritimes ont été si verbalisées ? Parce que c'est un département qui a une très longue histoire de surveillance et d'investissement sécuritaire. Le département en France où il y a le plus de policiers municipaux, de caméras de vidéosurveillance. Et tous ces outils-là, on a par des centaines d'anecdotes la preuve qu'ils ont été très largement activés. Et la deuxième chose qui explique la surverbalisation, par exemple, de la Seine-Saint-Denis, c'est le rapport police-population dans ces endroits-là. C'est qu'on montre statistiquement que plus le pourcentage de la population vivant en quartier prioritaire de la ville dans un département est élevé, plus le nombre de verbalisations est élevé également, une fois contrôlé par toute une batterie d'autres indicateurs. Alors, cette question du contrôle, vous en parlez longuement dans le livre, c'est très intéressant parce que ça montre aussi que l'une des grandes nouveautés de la période, on l'a dit un petit peu au début, c'est que ce contrôle cible effectivement des populations qui pouvaient déjà être ciblées, mettons des entre guillemets jeunes de banlieue, suivant l'expression consacrée, mais ça cible aussi, et ça c'est la grande nouveauté, des gens qui se
pourrait dire des honnêtes gens, des gens qui n'avaient jamais eu affaire aux autorités, en dehors, mettons, d'un contrôle routier très épisodique, et qui se retrouvent confrontés pour la première fois à des formes de contrôle assez draconiennes plutôt, et qui le vivent souvent mal, cette dimension-là. Vous citez un article qui rappelle que lorsque le code de la route a été imposé en Grande-Bretagne au début du XXe siècle, des propriétaires d'automobiles plutôt issus des élites aristocratiques étaient très surpris parce que jusque-là n'avaient jamais affaire aux autorités. Et là, on aura un phénomène un peu du même ordre, Nicolas Mariot. Oui, on a beaucoup aimé cet exemple. C'est un très beau papier, effectivement, sur la naissance des règles du Code de la route en Grande-Bretagne au début du XXe siècle, qui montre exactement ça. Les aristocrates du moment, ceux qui peuvent se payer des voitures, sont absolument sidérés que des jeunes policiers, le plus souvent issus des classes populaires, puissent venir leur dire « mais vous n'avez pas le droit de rouler si vite, il faut faire attention, il y a des règles à respecter, etc. etc. » Il y a des conflits très forts. Toute chose égale par ailleurs, il s'est passé quelque chose du même ordre pendant le premier confinement, c'est-à-dire que tout d'un coup, des gens qui n'étaient jamais confrontés au contrôle des forces de l'ordre, que ce soit la police ou la gendarmerie, ont été de fait contrôlés, arrêtés. On en a des tas d'exemples de gens qui nous racontent ça. C'est ce qu'on a appelé un peu la révolution du confinement, une espèce de choc moral qui fait que des gens, tout d'un coup, ont été mis en cause alors qu'ils ne le sont jamais d'habitude. Ils sont confrontés effectivement à une situation qu'ils n'avaient pour certains jamais expérimenté, être contrôlés parfois par de jeunes gens. Il y a une femme assez âgée qui raconte ça très bien, qui dit oui, déjà aller faire mes courses, c'est pas drôle, mais alors si en plus en chemin je suis arrêté par un gamin parfois plus jeune que mes fils qui me fait la leçon sur ce que j'ai acheté, etc., c'est absolument sidérant. Et c'est ça, ce qu'on a appelé la police pour tous, qui constitue une expérience très forte du confinement, qui a marqué beaucoup de gens et qu'on essaye d'interroger. Il y a des cas tout à fait sidérants. Alors, c'est pas le cas, c'est assez étonnant. Et il faudrait là faire des investigations plus poussées au sein des brigades de gendarmerie, au sein des commissariats de police, pour savoir pourquoi à tel ou tel endroit il y a eu des consignes manifestes de contrôle plus forts qu'à d'autres. Mais il y a certains départements, on cite toujours le Lot, où potentiellement l'intégralité de la population adulte a été contrôlée au moins une fois. Bon, la Sarthe, c'est 75% des gens de 15 ans et plus. Le nombre de contrôles correspond à 75% de la population adulte du département. 100% de la population adulte dans le Lot, où pourtant le virus était excessivement peu présent. Donc effectivement, il y a certains départements où, sans doute à l'initiative du préfet et des autres autorités des forces de l'ordre, il y a une politique délibérée de contrôle systématique, avec dans les deux départements que j'ai cités, là, le Lot et la Sarthe, très peu de verbalisation, un taux de verbalisation excessivement faible, mais en revanche, un taux de contrôle très, très, très marqué, très étonnant. Ce n'est pas le cas de tous les départements, mais c'est une expérience et une situation tout à fait fascinante dont on se demande quels étaient ses objectifs concrets. Alors, ce qui est passionnant dans le livre, c'est que ça met en évidence une situation qui est à la fois globale et extraordinairement diffractée suivant les situations locales. C'est-à-dire que c'est un confinement, on le sait, qui a été inégalitaire. Il y a plein de choses qui le montrent par ailleurs, vis-à-vis du travail, vis-à-vis de l'exposition au risque, vis-à-vis des pertes de revenus. Enfin voilà, c'est des choses qui ne sont pas spécifiques au livre, mais qui sont bien connues. C'est inégalitaire sur le territoire, c'est inégalitaire aussi dans les rapports à la loi. C'est-à-dire que vous mettez en évidence que devant ces contrôles, tout le monde n'a pas la même attitude et tout le monde n'est pas non plus aussi suspect. Et il y a un exemple très drôle et en même temps très révélateur, c'est en fait il était beaucoup plus simple par certains côtés d'avoir un chien et de promener son chien que d'avoir un chat. Parce qu'avoir un chat ne donne pas une bonne raison de sortir alors qu'avoir un chien en donne une. Et du coup, l'inégalité des propriétaires de chats et de chiens a été un trait anecdotique, mais pas seulement anecdotique de la période. Tout à fait, c'est-à-dire la possession, la cohabitation, comme vous voulez, avec un chien, ça fait partie des micro-privilèges de la période qui ont pu rendre pour certaines personnes le confinement beaucoup plus supportable. C'est-à-dire que effectivement, quand on avait un chien, on avait à peine besoin d'une attestation, puisque si vous vous souvenez bien, outre faire ses courses, aller à une convocation administrative, le motif c'était vous pouvez sortir dans la limite d'1 heure et d'1 kilomètre pour faire de l'exercice physique ou pour les besoins des animaux de compagnie. Donc là, voilà, j'ai mon chien au bout d'une laisse, j'ai pas besoin presque de montrer mon attestation. Le motif, il est au bout de la laisse. Ce qui fait que
les chiens, ça a été une espèce de respiration parce que voilà, il y avait... En fait, quand vous avez votre attestation dans votre poche, extérieurement, rien ne dit si vous avez une sortie légitime ou pas. Donc vous pouvez vous faire alpaguer dans la rue par quelqu'un qui vous dit « mais qu'est-ce que vous faites dehors ?» Là, voilà, le motif est visible de tous. Il y a même des anecdotes de gens qui ont loué des chiens pour pouvoir se balader plus tranquillement dans les rues. D'autres qui ont essayé de sortir avec leur chat au bout d'une laisse, mais ça n'a pas marché puisque les policiers leur ont dit « mais votre chat n'a pas besoin de sortir ». Sans compter que les chats sont même très réfractaires à ce genre de choses. On sent l'expérience. Et donc, mais ça s'est un petit peu retourné contre les propriétaires de chiens à la fin du confinement, au fil des jours, puisque c'était un petit peu trop gros. C'est-à-dire, il y a notamment dans les commentaires que les gens ont laissés à la fin du questionnaire ou dans des dénonciations adressées à la police, des gens qui disent « ça fait 3 fois dans la journée que ma voisine sort son chien. En gros, elle est riche. Et elle profite du confinement. » Alors ça, c'est un des traits absolument frappants du livre, mais je pense que beaucoup de gens ont vécu aussi de manière anecdotique, c'est-à-dire que le confinement et le dispositif de contrôle a transformé aussi beaucoup d'individus en contrôleurs adjoints, annexes, n'hésitant pas à écrire aux autorités. Et là aussi, ça rappelle voilà, des situations. Je me souviens d'avoir travaillé sur la question des lumières en 14-18. Les lumières devaient être éteintes pour éviter les bombardements, et il y a des voisins qui écrivent aux autorités pour dire bah, voilà, mon voisin a laissé sa lumière allumée, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et du coup, cette transformation des individus, non pas en délateurs, parce que le terme est peut-être trop fort, mais en tout cas en auxiliaires des forces de police, ça correspond aussi à un certain nombre de dispositions sociales. Complètement, et c'est un élément tout à fait déterminant de la réussite et du bon fonctionnement du confinement, on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de montrer au long du livre, c'est qu'évidemment, c'est plutôt la première partie du livre, l'obéissance, elle a une dimension verticale de rapport entre les gouvernés et les gouvernants, et en l'occurrence ici la police, mais elle a aussi très très fortement, c'est ce qu'on montre là plus tôt dans la deuxième partie du livre, un versant horizontale, hein, où l'idée c'est soit de montrer l'exemple, de se montrer comme étant un confiné particulièrement respectueux des règles, pour dire bah voilà, je me protège, je protège les autres, etc., etc. Ça c'est un premier aspect. Et puis l'autre aspect de cette dimension horizontale vis-à-vis d'autrui, c'est effectivement de dénoncer tous les comportements déviants. Et là, on en a effectivement des preuves très très nettes. À la fois dans les réponses, il y a eu des pages et des pages de commentaires, c'est très riche. On avait une dernière case du questionnaire où les gens pouvaient laisser un commentaire libre et ils en ont largement profité. Plus de 3000 personnes sur les 16 000 l'ont fait et ça représente un gros livre, j'allais dire un petit livre, un gros livre de 500 pages, hein, tous ces commentaires qu'on a beaucoup utilisés dans le livre et beaucoup racontent ça. Soit qu'ils ont été l'objet de la délation de quelqu'un d'autre, par exemple, il y a plein d'exemples, mais une famille qui jouait au badminton dans la rue, les voisins ont appelé la police pour dire ils n'ont pas le droit de jouer au badminton dans la rue. Et la police est arrivée et elle a dit bah si, ils sont là en bas de chez eux, ils respectent le kilomètre et l'heure, ils font une petite partie de badminton, ils ont le droit de le faire, on ne peut rien dire. Bon, sachant qu'il y a des policiers qui auraient pu en juger autrement, parce que vous voyez aussi dans le livre qu'il y a des situations d'arbitraire, de gens qui vont faire des courses et les policiers disent c'est pas les bonnes courses, etc. Complètement. Une grande période d'arbitraire et d'appréciation individuelle sans règles, avec des contournements de règles ou des règles incertaines très très marquées. Tout à fait. Mais c'est pour ça que, sans doute, cette situation, si le confinement est une expérience d'obéissance de masse, au sens un peu neutre de cette idée, c'est parce qu'il a reposé fondamentalement sur l'idée d'une égalité négative. On était tous soumis aux mêmes règles, aux mêmes contraintes, etc. C'est pour ça que je parle d'égalité négative. Et beaucoup de gens, plutôt que peut-être de dire qu'est-ce que c'est que ces règles, elles sont absurdes. Alors plein de gens ont dit ça aussi, par exemple pour la fermeture des forêts, etc. Mais plutôt que de dire ça, se sont dit il faut que tout le monde respecte bien, qu'on soit tous à égalité. Et ça a été une espèce d'entreprise et on le voit dans des tas de commentaires de presse aussi. Il y a des tas de radios locales, des tas de commissariats de police, des tas de mairies qui ont été assaillis, dont le téléphone a été assailli de gens qui appelaient pour dire mon voisin ne respecte pas les règles, il se comporte mal, etc., etc. Et on le voit particulièrement dans les lotissements pour des affaires de barbecue, etc.
etc., etc. Et ça serait intéressant, je pense, après coup, quand des archives plus complètes seront ouvertes, de s'intéresser à ce phénomène de la délation pendant le confinement. S'il a laissé des traces, ça serait très intéressant d'y avoir accès et de pouvoir travailler ça plus finement. Mais il y a même des radios locales, par exemple, qui témoignent de ça en disant on était vraiment assaillis de coups de fil de gens qui disaient mon voisin respecte pas, il faut faire quelque chose, il faut être plus dur, il faudrait préciser les règles, préciser tel ou tel point. Et c'est étonnant de voir à quel point une large part de la population a passé un temps important à essayer de préciser les règles pour écarter l'arbitraire. C'était comme si le principal, c'était faire disparaître l'arbitraire. Il faudrait avoir les données de consultation de legifrance.fr pour voir s'il y a des pics en mars, avril 2020. Alors c'est intéressant aussi parce que ça dénaturalise là aussi un lieu commun que tout le monde a entendu, qui est province versus Paris, les Parisiens pris pour cible, etc. Ce qui a évidemment pu exister, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait d'autres antagonismes beaucoup moins visibles parce que beaucoup moins faciles à mettre en récit médiatique, mais qui concernent des enjeux de proximité tels que cela. Alors du coup, vous montrez qu'il y a une typologie finalement qu'on peut faire, des attitudes face notamment au papier à remplir à l'attestation. Il y a ceux qui trichent avec, ceux qui partent avec un papier vierge et puis dès qu'ils voient un policier coche une croix à la dernière seconde. Il y a ceux qui au contraire sont ultra scrupuleux. Il y a des opposants sous différentes formes. Alors est-ce qu'on peut dire un mot de cette typologie, pas tellement sur la façon dont vous l'avez établie, parce qu'on voit bien qu'il y a cette enquête qui permet de trier, de classer, de contrôler un petit peu les situations, mais quels sont les résultats finalement des différentes attitudes face à cette obéissance à la fois imposée et puis, dans un certain nombre de cas, assumée? Alors déjà, pour dire un mot des variables à partir desquelles on l'a construite, c'est des variables de trois types. Il y a les variables qui renseignent sur le rapport aux règles de sortie. Donc, est-ce que vous sortez bien dans la limite des 1 km? Oui, toujours, souvent, rarement, jamais. Est-ce que vous, de manière identique, est-ce que vous sortez bien toujours plus d'une heure? Est-ce que vous sortez accompagné? Est-ce que vous sortez plusieurs fois par jour? Ce qui était encore une fois interdit. Les promenades, c'était une seule fois par jour. Donc, il y a cet ensemble de variables-là. Un autre ensemble qui est le rapport aux règles sanitaires. Ça, c'est extrêmement important. C'est est-ce que vous vous lavez les mains? Est-ce que quand vous croisez quelqu'un... Au conseil sanitaire, voilà. C'est recommandation. Est-ce que vous vous écartez de 1 mètre quand vous croisez quelqu'un? Est-ce que vous mettez un masque? Ce qui, à l'époque, n'était même pas spécialement recommandé au tout début. Ni toujours faisable matériellement. Est-ce que vous désinfectez vos courses et les surfaces quand vous rentrez? Deuxième ensemble de variables. Et le troisième, c'est des variables qu'on pourrait dire un petit peu qui sont particulièrement intéressantes de participation. On pourrait dire les choses comme ça. Est-ce que vous applaudissez les soignants aux fenêtres? Est-ce que vous faites du bruit aux fenêtres en désapprobation du gouvernement? Est-ce que vous êtes allé voter aux élections municipales? Est-ce que tout simplement, vous vous informez sur l'épidémie ou pas, de manière quotidienne? Et à partir de cet ensemble de variables, on peut essayer de débroussailler un petit peu l'éventail des attitudes et notamment de mettre à distance l'opposition binaire simple entre des gens qui seraient réfractaires et des gens qui seraient obéissants, entre des dociles et des pas dociles. Et j'insiste là-dessus sur un point, c'est que vous voyez que les 15 variables là qu'a résumé Théo, ce sont toutes des variables de pratique de confinement. C'est-à-dire que notre classification là, elle repose pas sur, la position professionnelle des gens, leur âge, leur sexe ou je sais pas quoi. Elle repose vraiment sur des pratiques de confinement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le confinement stricto sensu, du point de vue des règles de confinement? Voilà, exactement. Et on a conservé toutes les modalités des réponses. C'est-à-dire qu'on distingue des gens, par exemple, est-ce que vous trichez parfois avec l'attestation? On a des gens qui disent « je triche toujours », certains qui disent « je triche rarement, jamais, souvent ». On distingue les gens qui disent « je triche toujours » et ceux qui disent « je triche parfois ». Donc ça donne une typologie qui est plus riche. Et ce qu'on peut regarder, c'est en fait utiliser cette typologie, pas pour la présenter en disant voilà j'ai une typologie des gens, mais pour répondre aux questions générales qu'on se pose. Par exemple, la première question, c'est celle qu'on posait au début sur est-ce que les gens ont obéi par peur du virus? Et bien là, on peut comparer deux groupes de gens, ceux qu'on a appelés les exemplaires et ceux qu'on a appelés les légalistes. Les exemplaires, ce sont majoritairement des femmes qui, d'une part, respectent toutes les règles de sortie, mais ont beaucoup investi également les recommandations sanitaires. C'est-à-dire rentrent chez elles, désinfectent les surfaces, se lavent les mains, mettent un masque, s'arrangent pour trouver un masque, s'écartent quand elles croisent quelqu'un, prennent toutes sortes de précautions.
applaudissent les soignants aussi. Alors pour ces personnes-là, on peut se dire, ah bah oui, effectivement, elles ont pris très au sérieux les conseils sanitaires, donc peut-être que si elles respectent les règles de sortie, c'est par peur du virus. Ça, c'est à peu près 20% de la population. Mais que dire des 25% de la population, donc les légalistes, le groupe le plus important parmi nos groupes, qui respectent encore plus scrupuleusement les règles de sortie, par exemple, qui sont plus de 95% à ne jamais tricher avec l'attestation, à toujours sortir dans la limite d'1 heure et d'1 kilomètre, mais quand on leur demande si ils se lavent les mains, en majorité, ils répondent non. Est-ce que vous vous écartez quand vous croisez quelqu'un ? Non. Et si on regarde aussi, il y avait une question sur les émotions. Alors parmi les exemplaires, il y a beaucoup de gens qui se disent tristes, inquiets, et parmi les légalistes, beaucoup qui se disent détendus, heureux. Donc pour ces gens-là, il est difficile de dire que c'est la peur du virus qui a motivé leur obéissance. Parce que dans ces cas-là... Alors il y a aussi des opposants, Nicolas Mariot, que vous classez en 2 groupes tout à fait différents, les réfractaires et les protestataires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, les réfractaires, ce sont eux qui vraiment refusent l'ensemble des règles et se déclarent, en tout cas dans le questionnaire. Est-ce que dans les faits, c'était toujours le cas, on ne le saura jamais, mais en tout cas dans le questionnaire, ils se disent opposés à toutes ces règles et ils disent « je trichais tout le temps et résolument ». Voilà, j'ai été vraiment un réfractaire, j'assume, je détestais ces règles, j'ai pas voulu les suivre et je les ai pas suivies. Quel pourcentage à peu près ? Alors là, autour de 10%. 10%, ouais, voilà. 10% de notre échantillon. Et puis, on a à côté une autre population qui, elle, est opposée aux règles, mais en quelque sorte, n'ose pas ne pas les respecter, ou en tout cas, voilà, est quand même plutôt légaliste, donc va s'opposer plutôt à sa fenêtre. Ce sont plutôt les gens qui, eux, plutôt diplômés, etc., vont mettre, si vous vous souvenez, une grande banderole à son balcon d'opposition à la politique du gouvernement, voilà, s'opposant aux règles, etc., huant le gouvernement à la fenêtre, par exemple, appelant à des protestations de ce type-là, mais respectant globalement les règles imposées de sortie. Et ce groupe-là, et c'est des groupes intéressants parce qu'ils se distinguent plutôt sociologiquement. Mais peut-être si on veut continuer dans notre classification là, des différents groupes, celui qui nous a le plus étonné, enfin qui moi m'a le plus étonné de tous ces groupes, ce sont ceux qu'on a appelés les claustrés, c'est-à-dire les gens qui pouvaient sortir évidemment de temps à autre pour aller faire leurs courses quand même parce qu'ils étaient bien obligés, etc. Mais qui disent « je ne suis jamais sorti pour m'aérer, me promener, etc., etc. » Qui se sont véritablement enfermés eux-mêmes chez eux. Et c'est la première distinction de la classification, là, celle qui sépare ces claustrés, 20% de la population à peu près, de tous les autres. Tous les autres, ils sont un peu sortis, etc. Donc la première séparation dans l'échantillon, c'est entre ces claustrés et les autres. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on aurait pu se dire... Moi, je pensais naïvement que les claustrés, c'était a priori ceux qui étaient les plus fragiles, qui auraient eu le plus peur du virus, plutôt des personnes âgées qui seraient restées chez elles en disant « on m'a dit que je risquais gros, que c'était grave, etc., etc., je m'enferme ». Eh bien, à notre grande surprise, pas du tout. Ces claustrés, ce sont plutôt des jeunes gens, plutôt des étudiants. Et là, en fait, on retrouve pas mal de choses qui ont pu être dites autour des grandes difficultés qu'on connaît les lycéens, les étudiants pendant le confinement, mais on le voit très bien là, ce sont plutôt des gens des classes populaires, plutôt des gens qui vivaient dans des conditions très dures, dans des immeubles, dans des petits studios, dans des grandes barres d'immeubles, etc., et plutôt des jeunes qui composent la population des claustrés. Et ça, c'est un grand étonnement pour nous, Pourquoi, finalement, ces gens-là sont ceux qui se sont le plus enfermés? Alors, on a essayé de donner des réponses à ça, et une des réponses fortes qu'on a essayé d'avancer, c'est... pour un grand nombre d'entre eux, des gens qui, apparemment, considéraient qu'ils n'avaient pas la possibilité vraiment de bien comprendre, de bien s'adapter aux règles, et qui n'ont pas su y faire face, qui se disaient tout le temps « je suis entre deux, qu'est-ce que c'est que ces règles, c'est flou, est-ce qu'on va me reprocher quelque chose ?» et donc qui ont préféré ne pas sortir comme solution évidente. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils soutenaient
la politique mise en œuvre, bien au contraire. C'est-à-dire qu'on a parmi les claustrés des gens qui, dans les réponses aux questionnaires, se disaient violemment hostiles à la politique du gouvernement. Peut-être le dernier point à aborder, parce que c'est un livre très riche, on ne peut pas sans doute tout dire, mais c'est un résultat fondamental de l'enquête, c'est que le confinement était genré. Alors genré, pas à la façon du Panama, j'ai appris ça en vous lisant, qui a fait un confinement un jour pour les hommes, un jour pour les femmes. Et de fait, le jour où les femmes avaient le droit de sortir, un jour sur deux, elles sortaient moins que les hommes. Mais d'une certaine manière, vous retrouvez ce résultat en montrant que toute une série de facteurs et toute une série de mécanismes contribuent à genrer le confinement français. Alors, Théo Boulaka, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça recouvre? Alors déjà, on est parti effectivement de ce constat qui est que les femmes sont moins sorties que les hommes pendant le confinement. Et ça, comme on a une batterie de questions extrêmement précises, elles dépassaient moins souvent le kilomètre, elles sortaient moins souvent plusieurs fois par jour et elles sortaient moins longtemps. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'elles étaient plus obéissantes, plus respectueuses de l'autorité ? Non. En fait, il faut se tourner pas vers des stéréotypes prêts à utiliser, mais vers des processus sociaux, et on en a repéré deux, qui sont d'une part le rapport spécifique des femmes à l'espace public en temps ordinaire, et d'autre part, peut-être statistiquement de manière plus marginale, mais on a beaucoup de récits qui sont extrêmement forts, le lien entre confinement et violence conjugale. Au niveau du rapport à l'espace public, il faut bien voir que même en temps ordinaire, les femmes ont des sorties qui sont plus restreintes et moins libres que celles des hommes. Et des sorties qui s'appuient en fait sur un ensemble de routines et de patchs pour sortir quand même malgré tout. C'est-à-dire des trajets bien connus, des repères pour se rassurer, des personnes avec qui sortir ou qui peuvent raccompagner. Et c'est tout ça en fait qui s'est effondré d'un seul coup pendant le confinement, puisque l'espace du dehors, il était vide, il était étranger, il était inquiétant pour tout le monde, mais encore plus pour des gens qui sont déjà inquiets en temps ordinaire. Et toutes les petites choses auxquelles les femmes, et par exemple les jeunes femmes, pouvaient se raccrocher pour sortir, s'effondraient du jour au lendemain. Donc c'est un redoublement d'un inquiétement ordinaire. Et le deuxième processus a trait aux violences conjugales, c'est-à-dire, on l'a dit, tout au long du livre, on trouve des gens en fait qui se saisissent du confinement, qui l'instrumentalisent pour régler des comptes. Alors ça peut être les policiers avec les jeunes de banlieue, ça peut être des gens dont le voisin fait habituellement des soirées arrosées et qui là vont pouvoir le dénoncer et faire intervenir la police. Et en l'occurrence, une autre catégorie de personnes qui ont pu se saisir du confinement, ce sont les maris violents. Et on ne parle pas forcément de violence physique, et d'ailleurs les spécialistes de la question parlent davantage de contrôle coercitif, et contrôle coercitif, ça passe beaucoup par un contrôle des sorties, justement. Et on a des anecdotes de femmes qui ont laissé soit dans des entretiens, soit dans le questionnaire Vico, soit dans une enquête menée à la fois par des sociologues et des géographes sous la direction de Marion Tillous, qui s'appelle « Femmes et ce que révèle la crise du Covid-19 », Femmes, genre et violence conjugale. Et des anecdotes où on dit, voilà, en temps ordinaire déjà, mon mari contrôle nos sorties. Là, le confinement a pour lui été une bénédiction. Il a pu nous enfermer, ma femme et ma fille, avec l'aval de la police, pourrait-on dire. Alors, on voit, c'est des questions qui sont extraordinairement intéressantes, des méthodes qui le sont aussi. Avant de terminer notre entretien, est-ce que vous auriez des conseils de lecture, pas forcément sur les mêmes enjeux, mais pour prolonger notre discussion ? Pour prolonger, il est possible de lire notamment Fier de punir, le monde des justiciers hors la loi, de Gilles Favrel-Garrigue et Laurent Gaillet. On peut même écouter l'émission, on a discuté avec eux à ce micro. Effectivement, un livre passionnant. Et c'est en fait, si vous lisez, alors quel que soit le sens dans lequel vous lisez les deux livres, si vous les lisez, vous allez retrouver énormément de choses, que ce soit aux Philippines ou ailleurs. En fait, le tour du monde que vous allez faire des réactions des États face au Covid et de leurs pratiques répressives ordinaires se recoupe de manière assez frappante. Alors, comme Nicolas Mariot n'a pas de conseils précis à donner, je vais moi reconseiller l'attestation d'expérience d'obéissance de masse printemps 2020 aux éditions Anamosa, en disant aussi que, évidemment, c'est un sujet qui, de manière très légitime, provoque des réactions et que, du coup, la meilleure chose à faire, je pense, c'est
d'aller voir le livre, y compris pour réagir, y compris pour ne pas être d'accord avec certaines des démonstrations, mais qu'il y a vraiment de la matière pour travailler, pour réfléchir à ces enjeux et pour y réfléchir de manière critique et en même temps avec recul, en contrôlant peut-être nos affects, parce qu'on en a tous évidemment par rapport à cette période très marquante, mais une enquête, c'est intéressant justement pour être capable de mettre à distance un certain nombre de choses. Merci à tous les deux. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.